Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 20 juillet 2024. Tout de suite, les titres. Des cultivateurs de maïs se lamentent toujours qu'ils n'ont pas encore été payés de l'argent de leur récolte de maïs, lesquelles récoltes ont été vendues à la Nagessa. Dans ce journal, nous allons nous rendre au sud et au nord du Burundi, où des cultivateurs s'indignent de mener actuellement une vie difficile, alors qu'ils espéraient survivre grâce à l'argent obtenu des ventes de leur récolte de maïs. Et puis plus d'1 million de Burundais se trouvent dans une situation alimentaire aiguë, selon les résultats du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, et ont besoin d'une action urgente de réponse, et ce à cause du phénomène El Niño. Vous allez l'entendre également dans ce journal. Et comme tous les samedis, vous allez suivre également le mini-magazine au cœur de la société. Et celui d'aujourd'hui revient sur les formes de violence politique qui visent le parti Sawanya Frodéou ces derniers jours. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par cette information qui nous est parvenue du camp de Nakivale en Ouganda, où résident des réfugiés burundais. Idrissa Sengiyumva Abbas, l'un de ces réfugiés, a succombé suite aux coups et blessures. Un autre appelé Ramadan Minani a été mis en soins intensifs à l'hôpital. Cette barbarie s'est produite ce vendredi lorsque certains réfugiés partageaient un verre dans un bistrot situé dans le dit camp. Des réfugiés burundais de Nakivale demandent donc que des enquêtes approfondies soit diligentée pour trouver les auteurs afin qu'ils soient traduits devant la justice. Abbas a passé sa soirée dans un bistrot se trouvant au centre d'accueil de réfugiés appelé Kibati. Il partageait un verre avec ses amis. Du coup, une femme surnommée Maman Clarisse est arrivée et elle a commencé à les insulter. En colère, Abbas a dit à cette femme qu'elle ne mérite pas de s'asseoir au milieu des hommes, grave encore de les insulter. Du coup, Abbas a automatiquement frappé Maman Clarisse. Un autre homme qui était à côté, connu au prénom de Blaise, a intervenu et a farouchement attaqué Abbas, lui blessant à l'aide d'un bâton jusqu'à l'ouvrir la tête car les parties du cerveau étaient à l'extérieur. C'est très dommage que cette barbarie s'est produite en présence des gens et que personne n'a intervenu pour sauver la vie d'Abbas qui est resté agonisant au sol et personne n'a signalé l'administration et la police. Nous sommes très fâchés de ce qui s'est passé sur la mort d'une personne. Nous demandons qu'il y ait des enquêtes approfondies pour que les auteurs soient condamnés et justifier comment une personne peut être tuée sans aucune intervention. Toujours en page droits de l'homme, il est difficile de comprendre ce qui fait que Emilienne Sibomana, syndicaliste et secrétaire du lycée Christ-Roi de Gitega, soit maintenue en prison jusqu'à aujourd'hui. C'est du moins les propos de Lali Niwizi, une des défenseurs des droits de la personne humaine. Selon elle, le tribunal est en train de violer la loi en la gardant en prison alors qu'elle avait été acquittée. Ainsi, Lali Niwizi demande que Emilienne Sibomana soit libérée afin qu'elle réponde au tribunal tout en étant libre. On l'écoute. Le maintien en détention de Madame Emilienne Sibomana, la secrétaire au lycée technique Christ-Roi de Gitega et syndicaliste adjoint de représentant syndical à Gitega, est quand même une erreur, même en vice de procédure. Normalement, après un jugement comme celui-là, alors qu'elle a été acquittée, le tribunal devait d'abord la faire sortir de prison, puisque même le jugement lui a été signifié. Comme le jugement lui a été signifié, elle devait immédiatement
immédiatement sortir de prison après libération, le ministère public pouvait alors demander, introduire un pourvoi en cassation. Il est vrai, il a introduit un pourvoi en cassation qui date du 12 juillet, alors qu'après pratiquement une semaine qu'il a été acquitté. Et alors, je recommande que Emilienne Sibomana soit libérée, qu'elle soit libérée conformément à la loi, qu'elle soit libérée et que s'il y a un recours quelconque, le pourvoi en cassation peut continuer alors qu'elle est libre. Sa place n'est pas en prison. Sa place, elle doit être libérée et chacun doit s'investir pour que ses droits soient respectés. Et en page de gouvernance, les cultivateurs dont la NAGESA doit de l'argent pour leur récolte de maïs qu'ils ont vendu à cette agence s'énervent davantage. Ces paysans révèlent qu'ils n'ont plus de confiance envers la NAGESA et surtout au gouvernement qui s'adonne à remuer le couteau dans la plaie par rapport à la pauvreté sans précédent qui les gangrène. D'aucuns sont endettés suite à l'espoir qu'ils avaient placé en l'état relativement à cet argent que leur doit la NAGESA. Suivez ce cultivateur du sud du pays en province de Makamba qui s'est entretenu avec la RPA. Nous avons vendu notre récolte tout en nous promettant de nous donner de l'argent. Nous attendons toujours après 2 mois de vente. Nous doutons toutefois sur le fait que l'État aurait peut-être débloqué cet argent et que par la suite, les responsables du paiement l'utiliseraient encore dans leurs intérêts. En tant qu'agriculteurs, nous sommes inquiets de la saison culturelle dans les marais qui nous échappe. Nous avions fait des avances pour les fertilisants organiques et végétaux et voilà que nous n'avons pas de moyens pour récupérer ces fertilisants dont les délais sont fixés à cet effet. Nous comptions effectivement sur ce même argent. Vous comprenez que c'est un problème qui se pose alors qu'on nous avait rassuré que l'argent était aussitôt disponible, mais en vain. C'est vraiment un sérieux problème. Même scénario au nord du pays. Les lamentations sont innombrables. La population interpelle les autorités de rompre avec la pratique mensongère qui consiste à ne jamais honorer leurs promesses. Ce cultivateur de la commune Ousiga en province Ngodi s'est aussi confié à la radio publique africaine ce samedi. À vrai dire, la situation qui prévaut dans ce pays devient de plus en plus compliquée. Tenez par exemple, on nous avait récemment informé que nous devrions percevoir l'argent pour le paiement de nos récoltes de maïs vendues à la NAGESA lundi le 15 juillet, mais voilà que nous en arrivons samedi le 20 juillet sans rien toucher. Cette situation nous déstabilise énormément dans la gestion de nos affaires, comme les dettes, la scolarisation de nos enfants. Bref, nous ne savons plus sur quel pied danser. Ils ne nous expliquent même pas la raison ou encore définir les délais. Le gouvernement devrait réellement se ressaisir pour se préoccuper effectivement de la population. Au moment où ils avaient interdit aux commerçants ordinaires d'acheter ces maïs, ils devraient préalablement s'assurer de la disponibilité de l'argent à payer les agriculteurs. Nous ignorons alors à quand la situation sera débloquée. Que les autorités rompent définitivement avec cette pratique de nous mentir à chaque instant, c'est très regrettable. Rappelons que c'est le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage qui, en personne, avait récemment annoncé que tous les cultivateurs du maïs dont la NAGESA est débiteur allaient percevoir leur argent lundi de cette semaine qui touche vers sa fin. Et plusieurs milliers de litres du carburant appartenant à des vendeuses en provenance de la RDC ont été saisis jeudi dernier par l'armée burundaise. Ces vendeuses congolaises étaient venues vendre cette denrée dans la localité de Lugarika, située en zone Gatumba de la commune Mutimbudzi. C'était dans un endroit qui leur avait d'ailleurs été indiqué par des autorités burundaises. Leurs compatriotes congolais demandent à ce que le carburant saisi soit remis. Ces Congolais ajoutent qu'au cas où le gouvernement burundais souhaiterait proposer une réglementation relative à ce commerce, il faudrait que les autorités des deux pays mènent des discussions à ce propos. Le point avec Elvis Nyomongere. Lugarika, une localité de la zone Gatumba, en commune Mutimbudzi de la province de Bujumbura, qui depuis un seul état a été transformé en marché de carburant. Des Congolais, principalement des femmes veuves qui approvisionnent le Burundi en carburant, se rassemblent à ce centre. Au commencement, les Congolais venaient vendre le carburant au Burundi, mais l'échange se passait juste au niveau de la frontière. Mais après, il a été décidé que l'on établisse un centre de négoce. C'est donc Lugarika qui a finalement été choisi par les autorités burundaises. Les Congolais entrent alors avec du carburant et se pointent à Lugarika.
et cela au fait son commerce. Des fois, ces Congolais donnent même à crédit les carburants au Burundi et rentrent au Congo. Des Congolais peuvent même donner à crédit des carburants au Burundi et ils reviendront récupérer l'argent après. Cependant, les Congolais ont été surpris de voir jeudi dernier des policiers venir et saisir les bidons remplis de carburant. Selon notre source congolaise, près de 4500 bidons auraient été saisis. Ce jeudi 18 juillet 2024, aux environs de 17h30, les femmes sinistres de Kavimvira qui ravitaillaient les carburants au Burundi sur le tronçon de la route nationale numéro 30 ont été victimes de ravissement de leurs produits par le gouvernement burundais à Gatumba, sur les lieux de vente établis par les autorités burundaises. Contacté un membre de la commission des revendeurs de carburant au Burundi, nous confirme qu'il y a plus de 4500 bidons emportés. Ces Congolais demandent la restitution de leur carburant et pour le reste, ils demandent des côtés de chercher à réglementer ce commerce. Nous condamnons cet acte commis par nos voisins qui n'ont pas respecté la règle du bon voisinage entre la RDC et le Burundi. Ainsi, nous appelons les autorités congolaises au niveau national, provincial, que local, la mairie d'Uvira, d'entrer en contact avec ses homologues en fait que ces carburants soient restitués aux propriétaires et qu'il y ait une réglementation satisfaisante entre ces deux États en cette matière. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Pierre Mouriquier, porte-parole de la police. Il a décroché son téléphone, mais s'est gardé de prononcer un seul mot. RPA. Poursuivons ce journal par la page environnement. Le phénomène El Niño a affecté la sécurité alimentaire dans plusieurs localités du Burundi. Selon les résultats de la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire faite en juin 2024, plus d'1 million de personnes sont en situation alimentaire aiguë et ont besoin d'une action urgente de réponse. Plus de 10% parmi ces personnes sont de la plaine de Limbo et de la crête Congo-Nil. Plus de détails avec Eric Nyonzima. La sécurité alimentaire et les moyens d'existence ont été sévèrement affectés. Selon le rapport de situation de l'OCHA publié le 18 juillet, dans plusieurs localités du pays, les pluies de fin de saison culturelle se sont arrêtées précocement dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2024 et c'est avant la maturation des cultures de la saison. Les localités sous inondation à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika ont continué à souffrir. Par ailleurs, précise le rapport, tous les ménages fortement affectés par les pluies excessives, inondations et glissements de terrain qui ont anéanti les récoltes de la saison persisteront dans le besoin d'assistance alimentaire et avec espoir de s'en sortir avec les récoltes de la prochaine saison qui durait 2025 au mois de janvier 2025. Selon les résultats de la deuxième analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC, juin 2024, 1,2 million de personnes sont en situation alimentaire aiguë et ont besoin d'une action urgente de réponse. Parmi ces personnes, plus de 120 000 personnes ayant besoin d'une assistance d'urgence se trouvent dans les zones de moyens d'existence de Nimbo, Crète, Congo-Nil, qui sont les plus affectés par les inondations et glissements de terrain. Il est à signaler que ce rapport est élaboré par OCHA en coordination avec les partenaires humanitaires et les autorités du Burundi. Ce rapport continue en flash update numéro 3. Il couvre la situation à la date du 13 juillet 2024. La prochaine mise à jour sera produite dès la disponibilité des nouvelles informations. Merci à toi Eric Nyonzima. Page d'éducation à présent, des enseignants et des parents des établissements scolaires de la direction communale de Oulaza, nous sommes en commune d'Ogitega, s'insurgent contre la mesure du directeur communal de l'enseignement ordonnant la fermeture de toutes les écoles qui ont des portes et fenêtres en bois. Ces enseignants révèlent que cette mesure n'a été prise que dans l'objectif de voiler un détournement de salaire des enseignants bénévoles. Dani Claire Gatumba nous en dit plus.
À la fin de l'année 2023-2024, Jean-Marie Ndayahodé, le directeur de l'enseignement en commune Boulaza, a organisé une réunion à l'endroit des directeurs des écoles fondamentales et leur a signifié que des écoles ayant des classes à partir de la 7e année, qui ont des portes et fenêtres en bois, seront toutes fermées. Notre source indique que ce soit des enseignants, parents des élèves et même des enseignants bénévoles, tous s'indignent contre cette mesure. La même source fait également savoir que certains enseignants et les élèves seront obligés de se rendre loin de leurs habitations à une distance de plus de 3 km alors que les écoles ciblées sont encore en bon état. La même source indique également que cette mesure est incompréhensible alors que ce directeur de l'enseignement en commune Boulaza sait très bien que les parents ont déjà acheté des portes et fenêtres en bois d'une valeur de plus de 300 000 francs pour remplacer celles qui sont en état de vétuste. Selon toujours notre source en commune Boulaza, cette mesure cacherait les stratégies de détournement des montants des contributions des parents destinés à payer des salaires des enseignants bénévoles. S'il arrive que ces écoles ciblées soient fermées, le nombre des enseignants bénévoles sera réduit, mais le montant de contribution des parents ne changera pas, précise notre source. Les enseignants et les parents des élèves en commune Boulaza demandent que cette mesure soit annulée. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jean-Marie Ndayahodé, le directeur de l'enseignement en commune Boulaza, pour qu'il s'exprime à ce sujet. RPA. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui revient sur la violence politique qui vise le parti Sawanya Frodebu ces derniers jours. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nevasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La permanence du parti Frodebu a été essuyée à Bubanza et l'un des dirigeants de ce parti, à Rumongue, a été enlevé et resté introuvable. Tout cela dans une période de moins de 2 mois. Une violence politique de ce genre a eu lieu dans la période préélectorale en 2020. À l'époque, c'est le parti CNL qui était le plus visé. Ce parti accusait la milice Imbonerakure et le service national de renseignement d'être derrière cette persécution. Actuellement, ce sont les mêmes organes qui sont pointés du doigt, comme vous allez le suivre dans le mini-magazine au cœur de la société du 20 juillet 2024. À la présentation, c'est Emile Nivasumba. Bienvenue. Dans la matinée du 7 juillet, au chef-lieu de la zone Mitakataka, en commune et province Bubanza, les Nziraguhemuka ont trouvé leur permanence essuyée. Pendant la nuit, les couleurs du parti Frodebu, peintes sur les murs de sa permanence, avaient été effacées et remplacées par des déchets de couleur noire. Les habitants et les militants du parti Frodebu à Mitakataka sont unanimes et accusent la jeunesse du parti au pouvoir, Imbonerakure. Le parti Frodebu, quant à lui, accuse l'administration à la base à Mitakataka de n'avoir pas voulu faire une enquête pour que les coupables soient connus et traduits en justice. Les responsables du parti Frodebu à Mitakataka indiquent qu'ils avaient même donné une liste des présumés auteurs de ce forfait aux autorités locales. Phineas Nigawa, c'est le vice-président et porte-parole du Front pour la démocratie au Burundi. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024, des malfaiteurs ont endommagé la permanence du parti Frodebu 6 à Mitakataka. Lorsque on a constaté cela, les dirigeants du parti Frodebu à la base ont essayé d'approcher l'administration pour trouver la solution, pour mener des enquêtes afin de dégager les coupables et les punir conformément à la loi. Notre représentant au niveau communal a approché le chef de zone. Il a même donné les noms des soupçonnés. Dans ces noms, il y avait un chef de colline. Et le chef de zone a essayé de les entendre et il a demandé du temps pour pouvoir étudier le dossier. Ce qui a été étonnant, c'est que 2 jours après, le chef de zone a donné la réponse au représentant du parti Frodebu dans la commune de Bubanza, lui disant qu'il n'a pas de preuves tangibles qui montrent que ces personnes-là soupçonnées étaient responsables de ces actes. Et il a même proposé au représentant du parti Frodebu de déménager et chercher une autre maison ailleurs. Le président du parti Frodebu dans la commune de Bubanza n'a pas été satisfait
satisfait de la réponse donnée et a dit au chef de zone que la permanence doit rester là-bas parce que on avait payé les frais relatifs, mais il n'y avait pas de problème avec le bailleur. Ce que nous avons vu, les représentants à la base avaient essayé d'approcher les administratifs pour trouver la solution à l'échelon bas, mais le constat est que les administratifs n'ont pas montré vraiment une bonne volonté de trouver la solution. Phineas Nigaba demande aux autorités d'être au-dessus de la mêlée pour pouvoir punir sévèrement les auteurs de ce genre de violence politique. Nous demandons maintenant à ces administratifs d'être des bons exemples parce que si on est administratif, on doit être au-dessus de la mêlée et traiter les gens de la même façon et surtout de protéger les biens des différentes personnes de la même façon. Un mois avant ce vandalisme à la permanence du Frodebou à Mitakataka, au sud du pays, dans la province Rumongue, le responsable de la jeunesse de ce parti au niveau provincial, Haruna Kinyata, avait été enlevé. Il reste jusqu'à présent introuvable. Le Frodebou a pointé du doigt le service national de renseignement. De plus, ce parti indique que plusieurs de ces drapeaux ont été arrachés et volés par des personnes non identifiées dans différentes provinces du pays. La situation est ainsi alors que en 2025, dans moins d'une année, il y aura des élections dans le pays. Certains partis d'opposition ne cessent de demander aux partis au pouvoir de ne pas continuer à persécuter leurs opposants et aux organes étatiques de bien gérer la situation sans parti pris. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 20 juillet 2024 s'achève. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin les messages pour présenter ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end chez vous.